police. On est sans nom, on n'est plus rien. La loi nous chasse de la ville. On n'est plus qu'un bateau de chiens qu'on mène crever dans une île. Le forçat ne nourrit que deux espoirs, survivre et s'évader. L'obsession du bagnard, c'est l'évasion. Il y a eu beaucoup d'évasions parmi les Maghrébins parce qu'eux, ils n'avaient qu'une idée fixe, c'est retourner dans leur pays. Le plus grand nombre d'évasions a été quand même fait par eux. Ce que révèlent les rapports de l'administration pénitentiaire. Dans un passage, on lit « Le désir de partir a peut-être sa raison dans l'attrait d'un voyage, d'un changement de vie, dans l'espoir de s'évader à la colonie. » اللي هربوا بزاف ما كانش فيها اللي هربوا في اللي هربوا لي زيفادي يقولوا هم لي زيفادي كان واحد الشالوب وزوج سيرفايات توجور يدوروا في الكريك هذاك توجور يدوروا في الكريك تروح البرازيل ولا تروح غير البرازيل اللي دايره بنا برازيل برا برازيل. S'évader ou se faire la belle, comme disaient les bagnards, pour fuir cette terre d'expiation, faite de travaux forcés, d'humiliation et d'incertitude, où se côtoient la vie et la mort. Se terminait pas parfois dans les bains de sang parce qu'il est arrivé que des bagnards se soient pris à des chercheurs d'or créoles et que ces bagnards se soient fait exécuter sur la haute Mana à Polizinar. J'ai trouvé un témoignage de bagnards arabes qui ont été exécutés, fusillés par les créoles. Pour le forçat, l'évasion est une idée fixe. Le grand nombre des évadés de chaque année montre d'une manière significative combien le forçat a soif de liberté. Mais il faut en avoir les moyens. وكل ما عندك شغل ما تمدوش تهرب. الناس اللي هربوا بكير ويهربوا ولكن كاين الدار تما كيرمسوا الدرب هذاك يعطوا البيلوط تاع لي كولوط اللي يجيو من الفراد من البرازيل للفطانورات المارونين يديروا ياكلوا لي مارون يديو يوصلوا البرازيل يهرب. Les évadés partent généralement sans préparation, sans connaissance des dangers de la forêt et même sans vivre. S'évader, c'est partir vers l'inconnu. C'est prendre des risques considérables et s'exposer à une fin tragique. Ces bagnards partis en forêt, ils ne savaient plus quoi manger, ils ont mangé à leurs compagnons. Ils ont été pris et puis condamnés pour cannibalisme, évidemment, et guillotinés vite fait. Mais des histoires vraies. C'est des histoires vraies. Des histoires effrayantes, mais qui ne les dissuadent pas de tenter l'évasion encore et encore. L'histoire d'un déporté algérien, comme celle que nous raconte Marine Coquet. Il s'appelle Ben Amish. Il va finir par être atteint de cachexie et de tuberculose ici à Saint-Laurent, d'être classé aux impotents. Mais il est né pareil en Algérie vers 1868 et il décède en 1922 ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc après, pareil, une vingtaine d'années au bagne. Et lui, il accumule les punitions. Il est sans cesse en conflit avec l'autorité pénitentiaire. Il va tenter l'évasion je ne sais combien de fois, j'ai même pas compté. Il a tenté l'évasion à chaque fois qu'il a pu, mais il les a jamais vraiment bien préparés. Il partait sans vivre, sans préparation. Il partait dans la brousse, il se faisait prendre un jour ou deux après. Et parfois, à chaque fois, on demande pourquoi vous êtes évadé. Et une fois où il répond parce que je veux ma liberté. Des procès-verbaux retrouvés dans les archives nous dévoilent certains motifs d'évasion. Je me suis évadé du camp parce que je ne pouvais plus faire le ster. Je voulais chercher ma liberté. Parce qu'il y avait trop de misère et que l'on me faisait travailler au-dessus de mes forces. Pour améliorer mon sort et afin de pouvoir manger à notre faim. Car je n'avais pas assez à manger. L'évasion, c'était l'horizon merveilleux, je dirais, de tous les condamnés sans exception. Ils appelaient ça la belle. Voilà. Et il y a même une chanson qui a été faite là-dessus. Donc, ils tentaient tous l'évasion.
Et la plupart, évidemment, étaient repris. En général, ils s'arrêtaient au bout de la deuxième ou troisième tentative, parce que la punition était plus lourde chaque fois. لقينا واحد راسه 10 شهور هرب من هي دوراني ذا مني تزوج ذا الولاد باقي يرجعوا معنا. D'autres rapports évoquent des déportés algériens évadés de Guyane, arrêtés en Algérie, renvoyés au bagne et sévèrement punis. Comme l'indique la fiche d'Ahmed Ben Mohamed, condamné à 5 ans de double chaîne supplémentaire. Ou encore de Khalifa Ben Lahmar, qui s'est évadé plusieurs fois. Il a été condamné à 2 ans de travaux forcés et 5 ans de surveillance supplémentaire. Sur un siècle de bagne, sur 7000 évasions, seuls 570 sont considérés comme réussis. Au bagne de Guyane, le destin de ces hommes sera tracé en fonction de la trajectoire de chacun d'entre eux. Leur comportement, leur conduite, leur assiduité au travail, le respect des règlements du bagne et les humeurs des surveillants pénitentiaires. Pendant la durée de leur incarcération, ils seront notés mensuellement dans le but de progresser jusqu'à la première classe. Une classe qui va leur permettre d'accéder à certains postes privilégiés où leur vie sera moins dure. Si leur comportement le mérite, entre guillemets, selon les critères de l'administration pénitentiaire, ils peuvent passer en seconde classe, puis en première classe, où en première classe on accède au poste de porte-clés, de garçons de famille, d'assignés, des postes qui sont d'assignés à l'hôpital par exemple, des postes qui sont très recherchés. Pas seulement parce que les conditions de vie sont nettement plus agréables qu'au camp, il faut être quand même au camp, c'est très difficile, mais aussi parce que ça ouvre des possibilités pour s'évader. Les bagnards en première catégorie, naturellement, étaient soumis à des travaux moins durs que les bagnards en troisième catégorie. Vous voyez, vous connaissez la devise « diviser pour régner ». كي تكون بروميير كلاس دي نوت يبان يعطوك تروح كارسون فامي تخدم عند واحد الكومونه ثرويه تخدم في الدار كوم كارسون. Les mieux gâtés, c'était ceux qu'on appelait les garçons de famille et qui se tenaient tranquilles et qui étaient au service d'une famille. Ils seront employés chez des particuliers, dans différents services d'administration, dans des hôpitaux ou au service de voirie. Certains travaillent dans les concessions. Qui يقعد ترانكيل بروميير كلاس دي نوت يعطيو لي كاساسيون ولا سينياسيون. لا كاساسيون يعطوا له الطراف يعطوا له شابة السامر الراطب اليوفا السردوك مع الجرجة يديروا الكاس ما يخدم على روحه يسير بقى والله يدير عنده 6 شهور يجي الرافي طيمة عند لامينستراسيون في الكوزينة وين كان يخدم وعنده السرفايير واش خدم في الباطي هذاك باتاسيون في الفيرما يبدا يخدم تما حتى يجيب روحو يشتري القرب والله يدوج على روحو ولا يدير كيما كاساسيون سينياسيون. Le bagnard cultivé, mais vendait quelques légumes au public, aux civils, aux habitants, et rien pour eux. Pratiquement rien. Ils ont fait de l'élevage dont ils ne bénéficiaient pas. L'administration pénitentiaire exploite les bagnards pour son propre compte. Elle les contraignait à planter de la canne à sucre qu'elle leur achetait au prix qu'elle fixait elle-même. D'autres étaient loués aux propriétaires pour récolter la canne à sucre. Ils louaient dès les années 1915, 1920, 1930 donc des corvées pénales pour pratiquer la récolte de la canne à sucre. Donc on louait 15, 20, 30, 40 bagnards et ils étaient chargés de récolter la canne à sucre
parfois même de faire tourner l'usine, donc ils avaient de main-d'œuvre pour faire tourner l'usine, et ces bagnards, ils étaient payés. Donc on versait un pécule à l'administration pénitentiaire qui retenait une partie évidemment pour elle, et l'autre partie était versée logiquement au pécule du bagnard, ce qui lui permettait d'avoir une somme d'argent quand il était libéré ou libérable. Nous sommes à la romerie de Saint-Laurent du Maroni, une installation qui a traversé le siècle. Le destin a voulu que nous assistions à son dernier jour d'activité. Une distillerie de canne à sucre chargée d'histoire. Elle en a vu passer des bagnards, dont Ali Belhoutz. دوري الواحد قول له مادام قوسان مادام قوسان عندها وضع بطاطس تخدم كاف في كناسيق نخدم تما نهار خرجت جيت بحط انا من الصامورة باش نزيد ريتم شويه مصروف كي تدخل ترجعهم ايبان خرجت تما وليت حتى هذاك الفيرما هذاك يخدموا كناسيق وخدمنا تعرف كناسيق نعم سكور هذا ايه كناسيق ايه كيلبسوا يخرجوا منه يعصرون خرجوا من الطافيه وكانوا سكور. Les Cayennais exploitaient les bagnards parce qu'en fait c'était de la main-d'œuvre gratuite ou pratiquement gratuite. Une fois leur peine purgée, les déportés sont astreints au doublage et une autre vie commence pour eux. Tout condamné aux travaux forcés à moins de 8 ans donc de travaux forcés devait, une fois qu'il avait effectué ces 7 ans de travaux forcés, devait rester un temps égal dans la colonie. C'est ce qu'on appelait vulgairement le doublage. Et tout condamné à 8 ans ou plus, eh bien, restait dans la colonie jusqu'à la fin de ses jours. Et beaucoup d'Algériens en particulier. Ce système ignoble institue le doublage comme un châtiment éternel pour les bagnards libérés. Tous les historiens et chercheurs s'accordent à dire que le vrai bagne commence à la libération. Débrouillez-vous, vous êtes libre. Une lettre adressée par un déporté au ministre dans laquelle on lit. J'ai l'honneur d'appeler votre bienveillante attention sur la situation misérable réservée aux condamnés aux travaux forcés le jour de leur libération. Le jour de ma levée d'écrou, où on me délivrera mon livret de libération avec l'éternel refrain « Débrouillez-vous, vous êtes libre ». Me voilà donc sur le pavé, sans un sou vaillant. Après avoir erré dans le village, sentant déjà la faim, je me fouille en vain. Rien, pas un centime. Je demande au directeur du bagne quelques subsides. Je vais vous faire un bon. Vous irez toucher la ration sur le camp pendant 1 mois. N'est-ce pas honteux, monsieur le ministre? Virginie Brunelot, qui a écrit Cayenne entre 1919 et 1939, Une ville, des vies. Un ouvrage dans lequel elle évoque la vie des bagnards libérés, astreints à rester sur le territoire de Guyane à cause de la loi sur le doublage. Une fois qu'ils étaient libérés, comme malgré tout il n'y avait rien qui était mis en place pour les aider, c'était des hommes, parce que quand même il n'y avait que des hommes qui étaient ce qu'on appelle actuellement des SDF, sans moyen d'existence, qui traînaient, qui avaient des petits boulots, qui buvaient pour essayer d'oublier, qui n'avaient pas de domicile. Donc cette mémoire-là, enfin ce rapport au bagnard est assez négatif à mon avis. L'idée c'était que cette population pénitentiaire, même libérée, reste quand même sur place et refasse sa vie sur place pour peupler et pour valoriser, mettre en valeur la colonie. Beaucoup de libérés errent dans les rues de Cayenne, dormant sur les trottoirs. C'est un tableau de misère, silhouettes décharnées. La plupart se trouvaient sans travail et sans ressources. La presse de l'époque décrit la détresse des libérés en Guyane. En Guyane, des centaines de libérés astreints au doublage ou à la résidence perpétuelle traînent leur incurable et parfois redoutable misère. Ils vivaient comme ils pouvaient et comme Cayenne est un centre important, le centre administratif, le centre commercial aussi, je pense que les libérés venaient à Cayenne pour essayer d'avoir des moyens d'existence. Donc c'est pour ça que je pense que Cayenne est resté dans la mémoire. Les rues de Cayenne sont souvent attristées par le spectacle des forçats libérés, plus ou moins désœuvrés.
cependant astreint au séjour obligatoire dans la colonie. Témoin, ce vieux libéré qui cherche à s'occuper par de menus travaux de couture. L'une de ses tentatives d'évasion lui a coûté la perte d'une jambe, dévorée par les requins. Libéré en Guyane, ça ne veut pas dire avoir la belle vie. C'est-à-dire qu'on est libéré et il faut essayer de trouver du travail. Mais pour trouver du travail, c'est d'autant moins facile, et on le voit bien dans les documents, qu'il y a un certain nombre de communes de Guyane qui lui sont interdites. On leur interdit même de circuler dans certaines rues. Nous lisons sur cette plaque. Défense absolue de circuler dans cette rue, sous peine de procès verbal. Et comme si cela ne suffisait pas, les libérés sont soumis à des contrôles réguliers comme le stipule le décret du 13 janvier 1888 dans son article 1er. Les libérés des travaux forcés, tenus à résider dans les colonies pénitentiaires, sont astreints pendant la durée de cette résidence à répondre à 2 appels annuels à l'effet de constater leur présence dans la colonie. Article 2. Pendant ce délai, les libérés soumis à l'obligation de la résidence, soit temporaire, soit perpétuelle, doivent se présenter aux autorités désignées par des arrêtés du gouverneur. Article 5. Celui qui, sans motif légitime, n'a pas répondu à un appel périodique ou exceptionnel est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an. Le bagnard était encore soumis au contrôle de l'administration pénitentiaire. Donc il était suivi et on peut savoir chez qui il avait éventuellement trouvé un travail, ce qui était assez rare. Et en tout cas, il avait une obligation à venir pointer à l'administration pénitentiaire. Sur les documents officiels qui sont délivrés par l'administration, figure toujours le nom, le prénom et suivi du numéro du matricule. Dans tous les documents, enfin dans toutes les patentes que j'ai pu lire, il y a toujours ce fameux numéro qui ressurgit et qui montre bien qu'il est peut-être libéré, mais il a un boulet derrière qui le suit avec ce fameux numéro. Pendant notre travail de recherche, nous avons été interpellés par le titre du magazine Détective. Il y a au bagne des hommes qui crient leur innocence ou qui ont trop expié. Où l'histoire de Amour Lakhdar a été retenue dans le référendum concours de 1929. Amour Lakhdar, libéré après avoir purgé sa peine, est condamné à rester à Cayenne. L'histoire de Amour Lakhdar racontée par le journaliste. Quand je suis allé en Guyane en 1925 pour y faire une enquête sur le bagne, j'avais l'intention ingénue d'y découvrir un innocent. Amour Lakhdar fut condamné. Il quitta sa femme et son enfant, parti pour la Guyane. Il avait 20 ans. La peine principale prenait fin. Les 10 ans étaient accomplis. Restait la peine accessoire. Le transporté Lakhdar, devenu le libéré Lakhdar, était astreint en vertu du doublage. Il avait 30 ans. Cet homme n'avait cessé d'écrire chaque mois à sa femme et à son père. Son père avait vendu les champs. La femme sans ressources tombait malade. L'enfant mourait. Alors Amour Lakhdar, qui avait accepté debout le châtiment, connut le désespoir. Il fléchit les genoux et signa lui-même un recours en grâce. Lettre restait elle aussi sans réponse. Telle est l'histoire de Amour Lakhdar. Je l'ai racontée il y a 4 ans au lecteur du journal en la dédiant au ministre des colonies. Je la raconte aujourd'hui au lecteur de Détective. Et dans 10 ans, elle sera toujours vraie. Le héros aura vieilli, simplement. Amour Lakhdar n'est pas un ténor du bagne, c'est un humble. Et bien qu'il ait porté 10 ans la bure du forçat et le chapeau de raffia tressé, je le considère comme un honnête homme. On n'expie pas pendant toute son existence un geste de violence qu'on a commis à 20 ans pour défendre sa vie menacée. Amour Lakhdar mourra en Guyane. L'histoire de Amour Lakhdar a été classée 8e au concours du journal. Une histoire parmi tant d'autres, vécue par un déporté algérien au bagne de Guyane. Les Nord-Africains s'en sont beaucoup mieux sortis que les bagnards européens. J'ai l'impression qu'ils avaient un lien fort entre eux. Ils étaient beaucoup plus
actifs. Et je pense que d'ailleurs, ce qui leur a aidé à ça, c'est de ne pas boire, hein, parce que l'islam interdit l'alcool. Or, ne pas boire, ça permet de rester, d'avoir une espèce de dignité, de garder sa dignité. Hein, par rapport aux Européens, où eux, ils se sont perdus dans le tafia et dans le rhum. C'était des gens très personnels. Ils étaient voués surtout sur les concessions. On les envoyait pour faire les cultures maraîchères de Saint-Laurent. Et puis certains étaient à la cuisine ou à la blanchisserie de l'hôpital. Et d'autres, après leur peine, ont ouvert des commerces. Certains déportés algériens ont surmonté ces difficultés grâce à leurs aptitudes. Ils ont créé des concessions et des fonds de commerce. Une fois la peine terminée, c'est ce que je dirais la nouvelle vie, c'est-à-dire la création de commerce ou la recherche de travail pour pouvoir survivre dans un monde qui n'est pas facile à vivre au temps du bagne. On a de grosses archives sur les patentes et surtout ces Algériens qui, pour pouvoir vivre, créaient des commerces. Nous avons trouvé dans les archives des documents où figurent les noms de libérés exerçant une activité. Les Algériens se distinguent par le commerce et l'agriculture. Et ils étaient présents à travers toute la Guyane. Ils vendaient du charbon ou du coco ou d'autres trucs, mais qui avait un petit coin pas une grande baraque pour dire quelqu'un d'assez riche, mais ils essayaient en vendant de ceux qu'ils cultivaient peut-être pour survivre. في الدار كما هذا في الحبس طرقوه ثم طرقوه عامل يخدم قواجي ثم بابا قال لي عامل اللي يخدم القهوة ثم Ils s'acquittaient de leurs taxes. Ils avaient un seul but, ramasser un peu d'argent et rentrer chez eux. Par contre, on lui a trouvé des qualités d'éleveur. Pour ça qu'on l'a retrouvé aux hâtes. Les hâtes, c'est les étables en français un peu désuet. Il avait des qualités d'éleveur à tel point que la Guyane a souffert lorsque les Arabes ont été rapatriés. Il y avait pas mal d'élevages qui étaient tenus justement par des Arabes, des Algériens, du côté de Kourou par exemple. عطاولو تراب كان يخدم معاه دي نور افريكا ماروكا الجيريا وكاين اسامي لقيتو اسامي موش يبانوا موش عرب يعني ممكن المهم كانوا يخدموا معاه في لاكونسيسيون يقول باللي كنت نحرت تال هذه وهذه وهذه وكنت نروح ندي المحصول نتاعي للسوق ونبيعه والناس تعيط لي باكير باكير يعيطوا له باكير 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 كان يبيع تما الخضره تاعو من لاكونسيسيون من السوق هذا في السوق يديها من اسمه سيرتو لي كان سكر. Un rapport d'inspection de mai 1878 mentionne que pour tirer parti des Arabes, il faudrait pouvoir les fixer, et on ne les fixerait jamais que par les femmes. Il est cependant exclu de leur donner des Européennes pour conjointes, car elles seront des victimes dans les mains des Arabes. On considère que le bon forçat libéré, en quelque sorte, c'est le forçat algérien, parce que quand on lui confie un lopin de terre ou une terre, il va la cultiver, mais on s'aperçoit qu'il la cultive ou qu'il en retire éventuellement un petit bénéfice, parce que quand il est libéré, il a le droit quand même de gagner sa vie. Mais on se rend compte que le forçat algérien fait ça parce qu'il n'a qu'un rêve, c'est de revenir chez lui, c'est de retrouver les siens, c'est de retrouver son village, c'est de retrouver son pays.
Et ça ne fait pas les affaires de l'administration pénitentiaire, parce que l'administration pénitentiaire et le ministère des colonies, ce qu'ils veulent, c'est des colons qui restent, qu'ils soient d'origine algérienne, métropolitaine ou autre. Donc, on se pose un moment la question de faire en sorte que le forçat algérien qui aura fait sa peine, qui aura fait ce qu'on appelait le doublage, c'est-à-dire rester le temps de sa peine en travailleur libre, peut partir, mais on sait que non seulement il peut partir, mais il va partir. Donc ça ne correspond pas à l'objectif de coloniser la Guyane. Au point que j'ai trouvé des documents assez étonnants, c'est qu'on s'interroge pour faire venir des femmes algériennes pour devenir les compagnes ou les femmes de ces forçats algériens, pour essayer de les maintenir sur place, en se disant, s'ils ont leur terre, et si en plus il y a des femmes qui viennent, ils vont pouvoir fonder des familles. À partir de 1858, l'administration fait venir en Guyane des femmes condamnées au bagne. Il y avait parmi elles des Algériennes. Certains se sont mariés avec des déportées algériennes dans le respect des traditions, comme le prouvent ces documents. Des mariages célébrés selon les rites et les coutumes algériens, comme l'indiquent ces actes de mariage rédigés en arabe et en français, avec des témoins algériens. D'autres, avant d'officialiser leur mariage, demandent l'avis de leurs parents en Algérie. كان مراسلة تخص الزواج هو واحد من المحكوم عليهم المنفيين طالب البابا باش يسمح له قالوا باسم انا شاب صغير وحاب نتزوج قالوا انا ما نظنش فما مسلمات ما تتزوجش خير وهكذاك وفعلا الطفل عمل بالنصيحة تاع باباه وقدر يعيش حتى يتوفى فما بدون زواج. وهذه أثرت فيا شوفني فات التضحية يعني بدرجات يعني ما عاش حياته الزوجية ما غير يرضى لي المشاعر وراهي به يعني. La déportation des femmes en Guyane a pris fin en 1906. Dans l'idée de peupler une colonie et que ces femmes aient des enfants, ça ne marchait pas non plus. Donc très vite, on a arrêté, à la fin du 19e siècle, d'envoyer des femmes en Guyane. Ni le temps, ni l'éloignement n'ont réussi à faire oublier les déportés par leur famille. Ils en parlent encore aujourd'hui. Il faut savoir que les courriers passaient par un cabinet noir, donc les courriers étaient contrôlés, étaient lus, et la plupart d'entre eux, évidemment, restaient en poste restante, ils restaient dans l'administration. Les condamnés n'ont pas le droit d'écrire jusqu'à une date assez tardive, à la fin des années 20, au début des années 30. Ils n'ont pas le droit d'écrire à leurs proches. Vous n'avez pas le droit d'envoyer des lettres à leurs proches? Non. Dans les archives, nous avons trouvé certaines lettres écrites par les familles à leurs parents déportés. Des lettres jaunies par le temps, écrites avec le cœur, auxquelles nous redonnons vie à travers quelques extraits. Ain Bessam, le 24 mai 1920. Mon frère, le nommé Saïdi Ahmed Ben Ali, condamné depuis 12 ans environ, à 20 ans de travaux forcés, et qui ne nous a jamais donné de ses nouvelles. Belkacem Ben Djomouri, transporté à la Guyane française, demande des nouvelles de sa famille, qui ne lui a pas écrit depuis 7 ans. J'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance, de donner s'il vous plaît des nouvelles de mon frère, le prisonnier Amouri Mohamed Akli, matricule 50 939, s'il est vivant ou non. Le plus douloureux, ce sont certaines lettres qui arrivèrent en Guyane après des mois et des années, à un destinataire déjà décédé. Quand on trouve ces lettres, c'est mauvais signe.
C'est-à-dire qu'elles ne lui ont pas été remises. Alors elles ne lui ont pas été remises, peut-être parce qu'il était déjà décédé, c'est un cas assez fréquent, parce qu'il était en état d'évasion, il n'était plus là, donc on ne pouvait pas lui remettre. Et on a un troisième cas, effectivement, qui est la censure. Dès qu'il y avait des plaintes sur l'administration pénitentiaire, sur le régime pénitentiaire, la lettre n'était pas envoyée à la famille, elle était retenue. De la même manière, selon les renseignements, il y avait aussi un peu une paranoïa, évidemment, de l'administration pénitentiaire, donc tout ce qui pouvait ressembler à des tentatives d'évasion ou des échanges d'informations, comme ça, pouvait être retenu aussi. Aït Amr Mohand, attaché à la photo de son père. Situation similaire vécue par ce père au bagne, qui lui rappelle la souffrance vécue de part et d'autre, un traumatisme qui traverse le temps. النهار الاول قال لي لا فوتو تاعك تاعي وتاع خويا هذاك ولا فوتو تاع ستي جيده يماش تاع بابا يداوها الكيان كي نحيها كي نحي بابا يبكي كي نحيها يشوف هكاك جوج ولادو ويماه ويبكي وبعد عما واحد النهار كان عمي علي راح يشرقات كلي كسست يشرقات هكا نهاي allez. Son père a déchiré la précieuse photo de sa famille pour moins souffrir. Le rêve de tout libéré algérien est de quitter la Guyane et de rentrer en Algérie. Même libre, ce rêve reste conditionné par le fameux billet de retour. Vous savez que le voyage de retour était à la charge, les frais du voyage étaient à la charge des condamnés à partir de 1869. Donc pendant la grande période où la population pénale de Guyane a été constituée par les ressortissants d'Afrique du Nord, eh bien ces gens avaient à payer leur retour vers leur région d'origine. Les archives nous délivrent des lettres déchirantes d'Algériens qui souhaitent rentrer après leur libération définitive, comme celle de Brahim Ben Ahmed, s'adressant au gouverneur. Depuis l'année 1884 que je suis en Guyane, il y a 12 ans que je suis libéré. Je pouvais rentrer chez moi quand je voulais, mais comme je n'avais pas les moyens, je suis resté en Guyane. Je suis condamné primaire, n'ayant en cours aucune condamnation dans la colonie. Je me suis toujours fait distinguer par ma conduite exemplaire et mon travail assidu. Je suis âgé de 61 ans. Je suis venu tout jeune dans la colonie. Je suis le seul qui est resté pendant 44 ans sans avoir la moindre réprimande. Monsieur le gouverneur, j'ose invoquer votre clémence, sollicitant votre bienveillance. Mon rapatriement pour l'Algérie par le vapeur affecté par l'État d'Ouala. Ou la lettre du libéré Mohamed, vendeur ambulant. Monsieur, ayant déjà versé la somme de 5000 francs pour mon rapatriement, pendant cette instance de départ, je fais le revendeur de légumes ambulant. Dernièrement, un agent de police m'a ordonné une délivrance d'une patente. Comme le trafic auquel je me livre me fait à peine vivre, je fais appel, monsieur le gouverneur, à vos bons sentiments de bien vouloir me dispenser de la patente. Le libéré, à Mohamed, matricule 19717, à monsieur le gouverneur de la Guyane française. Beaucoup n'avaient pas les moyens, parce que alors là, la maison pénitentiaire ne s'embêtait pas. Elle n'allait pas financer le départ des bagnards. Certains n'avaient pas les moyens de rentrer chez eux. Certains ne voulaient pas rentrer chez eux parce qu'ils étaient attendus en Algérie. Et ils savaient très bien qu'à leur retour en Algérie, ils seraient assassinés. Et mon père m'a cité quelques cas d'Algériens entrant à Alger et de se faire assassiner au bout de 24 heures, 48 heures de retour. On trouve également des lettres envoyées à l'administration pénitentiaire par des parents de bagnards pour les aider à rentrer au pays. Mon parent Amour El Arbi, détenu à Cayenne sous le numéro 10451, vient de m'écrire pour lui envoyer une somme de 500 francs qui lui serviront pour frais de voyage. Car, paraît-il, il sera libéré vers le mois de juillet prochain. Et la réponse de l'administration pénitentiaire est: en réponse à votre lettre du 29 mai dernier, ayant été condamné à 5 ans de travaux forcés, Amour El Arbi
est par suite astreint à 5 années de résidence dans la colonie. Sa libération définitive au 4 août 1913. Il n'y a donc pas lieu d'envisager pour le moment la question des frais de passage de retour. Entre-temps, Amour el-Harbi devient aveugle et sollicite l'aide de l'administration pénitentiaire dans cette lettre. Amour el-Harbi Ben Ahmed, le transporté désigné en marge, se basant sur son état de cécité qui l'empêche de gagner par son travail la somme nécessaire à son voyage de Cayenne en Algérie, a sollicité près du département son rapatriement aux frais de l'État. Prière de faire informer le pétitionnaire que le budget colonial ne comporte aucun crédit destiné à assurer le rapatriement des transportés parvenus à l'expiration de leur peine. Il lui appartiendra donc de pourvoir aux moyens de ses propres ressources ou celles de sa famille aux frais de son voyage de Guyane en Algérie. Amour el-Harbi meurt en Guyane. Et la plupart n'avaient ni le courage ni les moyens de rentrer. L'administration pénitentiaire fait preuve d'une imagination sans limite en matière d'humiliation à infliger aux déportés, comme nous pouvons le lire dans la demande de Saadi Issa Ben Hammou, qui souhaite porter la moustache en prévision de sa libération prochaine. La réponse du commandant fut « Avis défavorable. Le pétitionnaire libérable le 3 avril 1926 ne pourra être régulièrement autorisé à porter la moustache. » Saadi Issa Ben Hammou meurt en Guyane. On a envoyé tous ces gens, tous ces milliers d'hommes, on les a envoyés au nom de la colonisation pénale en Guyane. Mais en fait, la majeure partie, l'écrasante majorité ne parvient pas soit à survivre à leur condamnation, soit à survivre à leur libération, qui est vraiment un drame, qui sera dénoncé par Albert Londres. En 1923, le célèbre journaliste Albert Londres a brisé le silence sur l'enfer du bagne avec ses articles parus dans le Petit Journal. Le bagne n'est pas une machine à châtiment, bien définie, réglée, invariable. C'est une usine à malheur qui travaille sans plan ni matrice. Il démarre en 1923 et comme vous le savez, les derniers condamnés européens et algériens ont été autorisés à quitter la Guyane, enfin les derniers ont effectivement quitté la Guyane en 1953. Alors que s'est-il passé pendant ces années? D'abord un reportage, Albert Londres, le poids de la presse. Le poids de la presse qui a ému la classe politique, non pas parce qu'elle ignorait ce qui se passait, parce que tous les rapports montrent que les autorités étaient au courant depuis le début. Là, le reportage de Londres fait grand bruit. Et ce reportage crée un effet de mode, si bien que d'autres journalistes, d'autres enquêteurs vont sans cesse parler du bagne, soit parce qu'ils vont faire le voyage de Guyane, soit simplement parce qu'ils vont assister au départ à Saint-Martin-de-Bray. L'opinion publique s'émeut de ce qui se passe. Autre personnalité à s'être révoltée, Charles Péan, qui dénonce en 1929 la situation des libérés astreints à résidence. Le rapatriement des libérés est une sorte d'obligation morale à l'égard de ceux qui ont fini leur peine. La transportation est une peine. Quand elle cesse de droit, il faut qu'elle cesse de fait. Faire cesser cette injustice et épargner à la France la honte de laisser des hommes mourir de faim dans un climat aussi insalubre et dans des conditions extrêmement douloureuses. L'Armée du Salut, avec le rappeur de Péan, qui a été le chef de cette expédition là-bas, quand il est rentré, il a dit « c'est inamendable, on ferme ». Gaston Monerville, personnalité guyanaise qui proposa d'abroger la loi sur le doublage et de supprimer le bagne colonial, qu'il a qualifié de retentissante faillite coloniale. Il y a eu 3 hommes influents. Vous avez Albert Londres, vous avez Gaston Monerville et vous avez l'Armée du Salut. D'ailleurs, quand vous irez à l'île Royale, vous verrez à l'intérieur de l'ancien bureau du directeur, vous verrez ces 3 photos et ces 3 noms, quoi. C'est grâce à l'influence de ces 3 personnalités que la loi du 17 juin 1938 met fin à la transportation. Le dernier convoi de transportés pour le bagne de Guyane part le 22 novembre 1938. Il y a un décret-loi qui est pris, donc on n'envoie plus personne
à ce moment-là en Guyane, mais on ne rapatrie pas ceux qui s'y trouvent. L'abrogation en 1938 de la loi de la transportation ne ferme pas le bagne de Guyane. Les condamnés en cours de peine vont rester sur le territoire et vivre la période la plus sombre du bagne. La Deuxième Guerre mondiale, une période marquée par l'arrêt des rapatriements, le manque de nourriture et de médicaments. Manque de protection, malnutrition. La moitié de l'effectif est mort en ce moment. La situation est absolument dramatique. Je crois qu'en 1942, le taux de mortalité chez les relégués est de 40%, ce qui veut dire un individu sur deux pratiquement. Le journal américain Miami Herald du 20 juillet 1945 compare les pénitenciers de Guyane à ceux de Dachau et de Buchenwald. كش ما تعرف الجزائريين ماتوا ثما كانوا ماتوا ثما كان بزاف اللي ماتوا ثما كان بزاف تحمشي عموري العربي عموري زتين عموري بوزيد ميطوش الحاج عرضتين وفتاة ماتوا كاع Le 24 novembre 2017, Robert Badinter déclare dans le journal Le Monde: Le bagne de Guyane, un crime contre l'humanité. Ces chiffres effroyables sont proches de ceux atteints dans les camps de concentration nazis. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on compare ce taux de mortalité au taux de mortalité des camps de concentration. Et naturellement, la République réagit pour mettre fin définitivement à la transportation. C'est-à-dire transporter des gens de France et d'Algérie en Guyane. Le rapatriement de ceux qui ont survécu à l'enfer du bagne de Guyane reprend en 1946 sous la supervision de l'armée du salut. Et le 8 août 1953, 15 ans après l'arrêt de l'envoi de condamnés en Guyane, le dernier convoi à bord du San Mateo quitte la Guyane en laissant sur place les impotents et ceux qui ont préféré rester. قال لي نهار اللي كانوا يحوشوهم في لافيجيت يديرهم لافيجيت اللي مريض ما يجيبوش اللي مريض تبركيلوش هذاك المرأة هذاك تاع الشوك هذاك واسمو هو قال لي واسمو قال لي ثاني ما يجيش قال لي اللي عنده الكونسير ما يجي قال لي اللي مريض ما يجيش. Ali Belhout se souvient de son retour en Algérie. نهار اللي جا لارمي الدفاري تعرف شنو لارمي الدفاري فكينا عليها تلقاوها هو اللي جبنا هما اللي جابونا انا ما ظنيناش كاع نولي واحد النهار قال لي بريفيري روحوا للباركيت الى عندك سوار تخلص الى ما عندك سوار ما تخلص تروح تولي باب جينا. Que l'enfer aille au diable, c'est ce que relèvent certains journaux de l'époque au moment du grand voyage de retour des déportés vers leur pays. Ils rapportent que les Algériens ont esquissé une sorte de turban avec une serviette de toilette pour affirmer leur identité. Un geste qui réveille en eux l'espoir de retrouver les leurs en Algérie et atténuer la souffrance endurée au bagne. Jean César, major de l'armée du salut, se souvient des Algériens qu'il était chargé d'accueillir au port d'Alger. Moi, personnellement, j'ai reçu les 3 derniers bagnards algériens à Alger en 1953. Et dans mon innocence, je vais voir le commandant du bord et je lui dis mon capitaine, je les connais pas. Il me dit, oh là là, vous les verrez. Lui, il en avait vu débarquer bien plus. Et effectivement, quand tout le monde est parti du bateau, j'ai vu au pied de l'échelle 3 pauvres hommes qui étaient sans regard, qui étaient là avec leur chapeau de brousse, leurs vêtements élimés. Et je les ai emmenés au port pour les faire manger au restaurant avant de les mettre au train. Et je me souviens, la seule chose dont je me souviens, c'est un qui m'a dit « Est-ce qu'il y aura un major de l'armée du salut pour m'attendre à Biskra ?» Dans ses mémoires, Charles Péan décrit l'arrivée à Alger d'un groupe de libérés du bagne de Guyane. Il y avait un vieil aveugle dans le groupe. C'est le seul qui allait à Souraras. Quand nous sommes arrivés, je distinguais alors son visage tout mouillé, ravagé de rides. Il pleuvait? Non, il pleurait. Qu'y a-t-il? Lui demandai-je. Après un silence,
Il me dit « Je sens mon pays ». Il était tourné vers le soleil levant et je comprenais qu'il priait. « Tu l'as laissé là ?» Sa famille le cherchait dans la gare. Elle nous a aperçus et est accourue. C'était bouleversant. النهار اللي وليت قال لي الشيوخ هذاك ماتوا الناس هذوك اللي لقيتو اللي خليتهم ماتوا قالت وحدي ما شراب بدي اللي قعدوا ما قعدوش بزاف اللي معاهم نهار نرجع لهنا بابا سكن هنا في البلاصة هذا ومن بعد العشية يجيو عند بابا جا داروا العرس هذا خلع بزاف عطالو الدراهم بزاف هو واش عطالو واحد حاج محمد في هذاك الوقت عطالو 60,000 قال له باش تشري زوجة تاع الفرد باش تخدم على روحك. Le bagne les poursuit même après leur arrivée en Algérie. Ils étaient astreints à émarger régulièrement auprès des autorités locales. عطونا واحد الكارني يلزم تروح منا حتى العزوزقة كل صباح يشوفها كوميسار. Quant à Saïd Bakir, il rentre en Algérie en 1961, après 30 ans de bagne. 30 ans. من سبتمبر 31 إلى أكتوبر 61. شحال كان في عمره؟ 64 سنة 65. جاب بالشابو هذاك شعر طويل ما عقلوش قالوا ديريكت اول حاجه بداو نحاولوا شعر هذاك قالوا مازال ولي قالوا له تنحوا ما تولي ولا ما توليش. شغل واحد جا من الحج استقبلوه كاع الناس يعني خرجوا من الفيلاج تاع بونورا استقبلوه قالوا كان منفي ويسمعوا به ومن بعد خضعوه العرف ولو كان هو يقول لك حنا لهيه هون غويان ما بطلناش صلاة يعني كنا نصلي ورغم في الحبس ولا خارج الحبس كنا نصلي. خلى ليبيان تاعو تما جا لهنا بنية يرجع جا لقى الناس المجتمع كاع تغير لقى الناس ماتوا كاين صحابه هنا في القصبة واللي عزاز عليه سقسى عليهم قالوا له ماتوا. كي راح للبلاد لقى يماه اونفي سيرتو كي بعثوا له ثاني الكويان قالوا له يماك يستنى فيك راهي اونفي لازم تجي. جا بنيتي يشوفها شاف يماه وزيد زوجه قالوا له هنا تتزوج وتخلف ودير ذريه بعدك تشد اسمك. قالوا له بالك تروح لهيه وما تموت لهيه ما تزيدش ترجع ما نزيدش نشوفوك اقعد ان بلونتا دي بالميي دي داتيي بلوس دي زاربر لي زابريكوتيي تشينال لي فيغيي دار واحد 2000 متر طابي شغل طابي هكذا شغل ان تيران دو فوت كاع النعناع كنا عايشين به. الحاجة اللي ربطني راح مريض بحط الحاطر هنا في نص الجهاد حاجة اللي متفكرهم شديت المرض بزاف الماء هذيك اللي تفكر ضغط هذا هو الفقد هذا غير تحت الدنيا نتاعي بعض الخاطر ما كنت بيري كيما نحب ولكن الدنيا نتاعي راحت.